Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous y verrons comment utiliser Power Query pour reconstituer une structure hiérarchique de manière automatisée. Pour cela, nous utiliserons le potentiel des boucles avec la fonction ListGenerate du langage M. Nous avons ici un tableau structuré dont la première colonne intitulée Numéro ID contient un identifiant unique attribué à chaque collaborateur. Quant à la troisième colonne, elle répertorie le numéro du parent, c'est-à-dire l'identifiant du supérieur hiérarchique direct de chaque employé. Par exemple, Nicolas a pour supérieur direct l'identifiant 12, qui correspond à John. John, quant à lui, est rattaché au collaborateur portant l'identifiant 7, à savoir Sacha. Ce dernier dépend de l'identifiant 3, Jacques, qui à son tour rend des comptes à Paul. Notre objectif est de générer une matrice plus lisible, qui affichera clairement les chemins hiérarchiques, et servira de représentation sous forme d'organigramme horizontal. Le nom de notre tableau est hiérarchie. Commençons par importer les données dans Power Query, en accédant à l'onglet Données. La cellule active positionnée dans notre table, dans le groupe Récupérer et transformer les données, nous sélectionnons l'option à partir d'un tableau ou d'une plage. L'interface Power Query s'ouvre, et nous y avons sur la gauche, une requête nommée du nom de notre table. Les valeurs nulles dans la colonne ID parent indiquent le niveau hiérarchique le plus élevé. Nous commencerons donc par extraire les noms et les numéros d'ID associés, dans deux nouvelles colonnes. Dans l'onglet Ajouter une colonne, nous choisissons Colonne conditionnelle. Dans la fenêtre suivante, nous la nommons N_0. Ensuite, nous définissons la condition en choisissant le nom de la colonne dans la première liste de choix qui suit le si, qui sera ID parent pour nous. Dans la zone suivante, nous laissons l'opérateur de comparaison sur égal à, puis dans la partie valeur, nous saisissons nul. Dans la liste de choix qui se trouve sous sortie, nous prenons l'option sélectionner une colonne, et dans la zone suivante, nous pouvons prendre notre colonne nom. Nous validons. Notre colonne est ajoutée. Nous renouvelons la même opération, pour créer une nouvelle colonne qui sera nommée IDN0. Nous y aurons la même condition, mais en sélectionnant cette fois-ci dans la zone de sortie, la colonne numéro ID. Nous avons les noms et identifiants du sommet de la hiérarchie, dans ces deux colonnes. Ensuite, nous allons remplacer les valeurs nulles dans la colonne ID parent. Nous la sélectionnons et par l'onglet Accueil, dans le groupe Transformer, nous accédons à l'option Remplacer les valeurs. Nous cherchons les valeurs nulles, et les remplaçons par le chiffre 0, puis validons. L'étape suivante consiste à identifier les collaborateurs, directement sous la responsabilité d'un individu donné. Par exemple, pour Paul, dont l'identifiant est 2, il s'agira de trouver ceux dont l'ID parent est égal à 2. Pour obtenir cette information, nous passons par l'option Fusionner des requêtes. Dans la fenêtre de fusion suivante, un aperçu de notre table avec ses colonnes apparaît dans la partie haute. Nous y sélectionnons la colonne IDN0. Dans la liste de choix qui figure en dessous, nous choisissons le nom de la table à joindre. Dans notre cas, c'est la même table. Mais dans celle-ci, c'est la colonne ID parent qui sera sélectionnée. Ainsi, nous créons une auto-jointure entre la table et elle-même, en associant les colonnes IDN0 et ID parent. Nous validons. Nous obtenons une colonne nommée Valeur remplacée, dans laquelle chaque élément est un objet table. À droite du nom de cette colonne, nous cliquons sur le symbole de développement. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, nous gardons sélectionné uniquement les champs numéro ID et nom. Nous veillons à garder décoché l'option d'utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe, et validons. Deux nouvelles colonnes, numéro ID 1 et nom 1, ont été ajoutées. La première contient le numéro d'ID, tandis que la seconde affiche le nom de la personne au niveau hiérarchique inférieur. Par un clic droit sur la colonne IDN0, nous prenons l'option de la supprimer. Ensuite, nous renommons la colonne numéro ID1 en IDN0 et la colonne nom 1 en N_1. Toutes ces opérations faites jusqu'à présent ont montré le principe que nous mettrons en place dans la boucle que nous allons définir, pour répéter ces étapes jusqu'à l'obtention du dernier niveau. Pour la suite, nous passerons dans l'éditeur avancé. Nous y voyons le code généré par l'ensemble des étapes. Pour plus de clarté, nous isolons et indentons vers la droite les étapes à partir de celles nommées requêtes fusionnées, qui seront intégrées dans notre itération.
Ensuite nous insérons une nouvelle étape, avant celle nommée requête fusionnée. Nous l'appelons ma boucle, et la faisons suivre de l'opérateur d'égalité. Ensuite nous utiliserons la fonction listGenerate. Celle-ci permet de créer une liste en générant des valeurs de manière cyclique. Nous ouvrons une parenthèse, et mettons tout de suite la parenthèse fermante après les 4 étapes. Dans son premier argument, nous aurons une fonction qui décrit la valeur initiale de la liste. Les parenthèses suivies du signe égal et du symbole supérieur permettent de définir une fonction anonyme. Ensuite nous aurons entre crochets 2 variables. L'une sera nommée étape, et aura pour valeur le nom de l'opération exécutée avant la boucle. Pour nous ces valeurs remplacées. Après une virgule, l'autre paramètre sera nommé compteur. Sa valeur sera le chiffre 1. Ce paramètre nous servira pour la définition dynamique des noms de colonnes. Nous ajoutons une virgule à la fin de cette première ligne. Dans le deuxième argument, nous devons définir la condition d'arrêt de la boucle. Nous le commençons par le mot-clé each. Nous le faisons suivre de la fonction list, non null count, celle-ci permettant de compter le nombre de valeurs non nulles. La fonction table colonne nous permet d'extraire sous forme de liste la colonne nommée idn0 de la table stockée dans la variable étape. Concrètement, nous comptons le nombre de valeurs non nulles se trouvant dans cette colonne. Tant que cette valeur est supérieure à 0, la boucle continuera, sinon elle s'arrêtera. Passons au troisième argument, dans lequel nous aurons la fonction d'incrément. La nôtre sera composée de plusieurs étapes, nous la commençons par le mot-clé each, suivi de let. Dans la ligne qui suit, correspondant à la phase de fusion, nous remplaçons les références à l'étape nommée dièse valeur remplacée par notre variable étape, placée entre crochets. Un peu plus loin dans la ligne, la chaîne valeur remplacée, entre guillemets, peut prêter à confusion. En réalité, cet argument définit le nom de la colonne de jointure. Nous le remplaçons donc par le terme jointure. Nous remplaçons également ce nom dans la ligne suivante, qui y fait référence. Dans cette ligne, les autres informations concernant le nom des colonnes développées ne changent pas. L'étape suivante concerne la suppression de la colonne IDN0. Nous la laissons telle qu'elle. Dans la dernière ligne, les colonnes sont renommées. La colonne numéro ID1 prendra le nom IDN0. La colonne nom 1 prendra un nom qui commencera par N et le symbole underscore. Nous compléterons ce nom en le concaténant à la fonction textFrom avec notre variable compteur dans son argument. Cette fonction permet de convertir la valeur en texte. Nous terminons la ligne en lui ajoutant une virgule et passons sur la suivante. Dans celle-ci, nous ajoutons une nouvelle étape que nous nommons nouvelle valeur. Nous ouvrons les crochets, puis nous définissons la nouvelle valeur de notre variable étape. Nous lui attribuons le nom de la dernière opération effectuée, qui dans notre cas, est colonne renommée. Enfin, après une virgule, nous incrémentons la variable compteur de 1. Ensuite nous aurons le mot-clé in, suivi de nouvelles valeurs. Cela clôture notre fonction. Cette requête nouvelle valeur, qui sera le résultat de ces 5 étapes, sera la base de la prochaine boucle, et ainsi de suite jusqu'à ce que le point d'arrêt soit atteint. Après la parenthèse de fermeture de ma boucle, nous ajoutons un élément nommé table finale. Celui-ci sera égal à la fonction listLast, dont l'argument entre parenthèses sera ma boucle. Cette fonction obtient le dernier élément de la liste générée. Nous ajoutons entre crochets le terme étape. Nous obtenons ainsi le dernier résultat stocké dans la variable étape lorsque notre itération s'est terminée. Nous ajoutons également une virgule en fin de ligne précédente. Pour afficher le résultat contenu dans table finale, nous le mettons après le dernier mot-clé in, à la place de la précédente requête. Nous validons pour visualiser un premier résultat. Nous avons identifié les chemins hiérarchiques, pour chaque personnel ayant des responsabilités. Mais nous avons encore quelques réglages à y apporter. Nous constatons la présence d'une dernière colonne IDN0. Nous la sélectionnons et la supprimons. Nous pouvons également supprimer les 3 premières colonnes numéro ID, nom et ID parent, que nous ne souhaitons pas dans notre résultat définitif. Après leur sélection, nous appuyons sur la touche Supr. Il nous reste les colonnes de niveau. Repassons dans l'éditeur avancé.
Nous allons y ajouter les étapes qui permettront de trier les colonnes en ordre décroissant. Le nombre de colonnes étant variable, nous récupérons leur nom dans une liste appelée liste non colonne. Pour ce faire, nous utilisons la fonction table column name, en lui passant comme argument le nom de l'étape colonne supprimée. À l'étape suivante, nous utilisons la fonction list transform pour modifier chaque élément de la liste. Cette transformation associe chaque nom de colonne à une instruction spécifiant un tri décroissant. Le résultat est stocké dans l'élément list tree. Dans l'étape d'après, nommée ligne triée, nous utilisons la fonction table sort afin de trier la table de l'étape colonne supprimée selon la liste de tri. Enfin, nous mettons à jour la valeur de sortie après le in en lui attribuant cette table. Nous validons. Nous terminerons avec une dernière opération de sélection sur la première colonne, dont nous ne souhaitons pas avoir les valeurs nulles. Ensuite, nous fermons et chargeons le résultat dans Excel. Une nouvelle feuille nommée hiérarchie est créée, et le tableau résultat s'y trouve. Nous le mettons rapidement en forme. Par l'onglet Création de tableau, nous accédons à ses propriétés. Nous y décochons l'option « Ajuster la largeur des colonnes ». Ensuite, nous sélectionnons la plage de données de notre tableau, en prenant un peu plus large. Puis, par l'onglet Accueil, nous accédons à la mise en forme conditionnelle, pour y ajouter des règles. La première permettra de visualiser uniquement le premier élément, lorsque plusieurs se suivent dans chacune des colonnes de niveau. La formule pour identifier ces éléments sera A2 égale à la fonction décalée, dont le premier argument sera la cellule A2, suivi de l'argument -1, suivi du chiffre 0. Les références aux cellules seront relatives. Ainsi, nous comparons la cellule avec celle juste au-dessus. Nous imbriquons cette formule dans la fonction « et » afin d'ajouter une contrainte. La cellule de référence ne doit pas être vide. Nous choisissons un motif dans l'onglet Remplissage, et dans l'onglet Nombre, nous aurons un format personnalisé. Nous y aurons 3 points virgules consécutifs, suivis d'un astérisque, d'un espace et d'un symbole. Celui-ci est choisi dans la fenêtre appelée à l'aide du raccourci « Touche Windows ». Ce dernier format permet d'afficher ce symbole à droite dans la cellule. Nous validons, et en cliquant sur Appliquer, nous voyons ce premier résultat dans notre tableau. Créons une nouvelle règle, qui permettra d'identifier le dernier élément du dernier niveau d'un chemin. La cellule testée devra être différente de celle située immédiatement au-dessus dans la colonne. Notre formule sera donc A2, différent de la fonction décalée avec les mêmes arguments que dans la règle précédente. Nous choisissons une couleur pour la police et un soulignement, puis fermons. Nous terminerons avec une dernière règle, qui mettra en forme les éléments ayant au moins une personne sous sa responsabilité. La première partie sera la même formule que la règle précédente. Nous la compléterons, avec la contrainte d'avoir une valeur non nulle, dans la cellule immédiatement à droite. Nous choisissons une couleur rouge pour la police et un soulignement double. Dans l'onglet Nombre, le format personnalisé sera un arrobase, suivi d'un espace, de l'astérisque et du symbole supérieur. Nous validons, et fermons toutes les fenêtres. Nous alignons les cellules à droite. Nous décochons l'affichage des boutons des filtres, et changeons le style du tableau. Le voilà plus lisible. Si nous apportons une modification dans notre tableau de base, comme modifier l'identifiant parent de Nicolas A8, le chemin sera mis à jour après une actualisation de la requête. Précisons également qu'après une actualisation, il faudra dans certains cas, modifier les zones d'application des règles. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Nous avons vu comment créer une boucle dans Power Query avec la fonction listGenerate, permettant ainsi de répéter des étapes pour reconstituer une hiérarchie. Au-delà de cette utilisation, cette fonction peut être utile pour générer des séquences de dates ou gérer des calculs récursifs. Merci pour votre attention. À bientôt.